Bonsoir, chers Tanuki rôlistes. On espère que vous êtes prêts pour un nouveau tour de piste avec Shaiton Arrow, car les événements récents ont tout pour captiver, même les plus stoïques d'entre nous. Alors, attachez vos ceintures, car voici le récap. Dans les derniers épisodes, notre cher Shaiton s'est aventuré encore plus profondément dans les méandres de son héritage surnaturel et familial. Après une soirée intense passée avec Tiana Toussaint et les femmes de sa famille, il a appris à tisser un attrape-rêve renforcé par un savoir-faire à la fois amérindien et vaudou. Une protection bienvenue alors que le cauchemar de Max, le brisé, s'est échappé de son piège et rôde à nouveau, bien décidé à se venger. Grâce à l'aide précieuse d'Adina et Désiré Toussaint, Shaiton a pu renforcer sa protection onirique, même si l'affrontement avec cette créature semble désormais inévitable. Plus récemment, lors de sa visite à la caravane de son grand-père Big B, Shaiton est tombé nez à nez avec Jacob Spark, le neveu d'Irving Whitefeather, chef du conseil tribal, qui nourrit des visées inquiétantes sur le terrain de son grand-père. Malgré un échange tendu et quelques remarques à peine voilées, Shaiton n'a pas pu tirer plus d'informations de cet homme aux intentions troubles. Mais il a désormais la ferme intention de prévenir sa famille et de protéger ce qui lui appartient. Et maintenant, Shaiton, c'est à toi. Tu viens de voir Jacob Spark s'éloigner dans sa berline luxueuse, et la détermination est bien ancrée dans ton regard. Quelles seront tes prochaines actions? Je rentre directement chez moi, à la maison, et en fait, je pense que je vais directement raconter ce qui vient de se passer à ma mère. Car je pense que là, je lui cache bien des choses, mais ça, faut que je lui dise. Donc, du coup, je vais la voir de ce pas. Ta mère t'écoute attentivement, ses sourcils se fronçant au fur et à mesure de ton récit. Elle te regarde avec une pointe de souci mêlée de détermination, et son visage se durcit quand tu arrives à la fin de ton explication. Jacob Spark, ce ne serait pas étonnant. Ce n'est pas la première fois que lui ou son oncle tentent d'acheter des terrains des anciens pour y planter leurs projets douteux. Ton grand-père a toujours refusé de vendre, et il l'a payé cher. Visiblement. Maintenant qu'il est dans le coma, je suppose qu'il pense pouvoir ruser pour arriver à leur fin. Elle prend un instant, ses mains posées sur la table, pensive. Tu vois bien qu'elle prend très au sérieux ce que tu lui dis. On ne peut pas les laisser faire, Shaiton. Je vais contacter notre avocat pour m'assurer que rien ne se fasse sans notre accord. Et à l'hôpital, il faudra demander que des visites comme la sienne soient contrôlées. Puis elle te regarde avec une pointe de tendresse. Merci de m'avoir dit tout ça, tu as bien fait. Mais reste prudent. Ces hommes ne sont pas des amis de notre famille et ils n'aiment pas quand on leur résiste. Je m'assois à la table à côté d'elle et je pose ma main sur la sienne. Tu sais, maman, je pense aussi que les McGuffin sont derrière tout ça. Je veux dire, avec Jacob Spark, Ian Whitefeather et Eric, je suis sûr que c'est eux qui ont provoqué tous ces événements. Je veux dire, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'ils sont derrière le coup contre le papy. Je suis sûr que c'était des hommes payés par Jacob Spark et par derrière lui McGuffin qui se cachait derrière tout ça. Et puis je suis sûr aussi que c'est eux qui sont allés foutre le bordel dans la boutique des Toussaint. Juste histoire de créer de la zizanie entre nos deux familles en utilisant la relation que j'ai avec Tiana contre nous. Ta mère t'écoute avec une expression préoccupée qui se teinte de gravité à mesure que tu exposes tes soupçons. Tu as peut-être raison, Shaiton. Ces familles, les Whitefeather et les McGuffin, ont une longue histoire de manipulation et de jeu d'influence. On sait bien que le conseil tribal n'est pas toujours transparent et que certains de leurs membres, comme Irving Whitefeather, tirent profit des divisions au sein de notre communauté. Si Rick McGuffin est mêlé à tout cela, alors les intentions sont sûrement encore plus sombres. Elle se lève et te regarde droit dans les yeux, la voix ferme. Garde l'œil ouvert, Shaiton. Ils savent que Big B était un pilier, et maintenant qu'il est affaibli, ils pensent que la famille Arrow est vulnérable. Mais n'oublie pas que nous avons des alliés aussi. Parfois, ce sont ceux qu'on n'attend pas. Et peut-être que les Toussaint
avec leur propre héritage et leur force, peuvent aussi nous soutenir. Alors, si tu savais, maman, là, j'ai qu'une envie, c'est de me venger d'eux, là, pour ce qu'ils ont pu faire à Papy et tout. Là, j'aimerais juste qu'on ramette les spirits de coyote et qu'on aille leur rendre une petite visite amicale, si tu vois ce que je veux dire. Ta mère soupire, posant une main sur ton épaule pour te calmer. Je comprends, Chaiton. Crois-moi, je comprends ta colère. Mais la vengeance aveugle, c'est ça qui a piégé les Arrow et les Coyotes pendant des générations. Ton père, ton oncle, ils se sont perdus là-dedans, à force de n'agir que pour ça. Elle te regarde intensément, son regard durci par des années de combat. Je ne dis pas de rester passif, ni de les laisser faire. Mais si tu te laisses emporter, si tu les affrontes sur leur terrain, ils auront gagné. Utilise ta tête, Chaiton. Garde ta force et ta rage pour le moment où tu pourras frapper vraiment là où ça les atteindra sans te détruire toi-même. Elle te serre l'épaule avec force pour appuyer ses mots. Je sais que là, pour le coup, ma mère est la voix de la sagesse et que c'est mon tempérament trop impulsif qui parle. Pourtant, j'ai tellement envie en fait d'aller voir direct mon oncle Dick et de tout lui raconter parce que je suis sûr que lui, il serait tellement d'accord pour aller foutre une raclée au MacGuffin et à Jacob Spark. Mais bon, je respecte ma mère, puis c'est elle l'actuelle chef des Spirit Coyote. Du coup, je veux pas aller contre sa décision. S'il veut faire les choses bien, c'est tout à son honneur. Et du coup, en fait, je vais faire être un bon petit-fils et respecter du coup les conseils de ma mère. Et du coup, je pense qu'après le repas, elle va prendre le téléphone pour appeler Rachel Thunderwalk, notre avocate attitrée qui aussi s'occupe des affaires des Spirit Cowboys. C'est une avocate qui sait dans quoi aimer les Spirit Cowboys, bien entendu, mais qui est très douée, très vive d'esprit, qui préfère bien souvent l'attaque à la défense dans les affaires qu'elle mène. Et elle est aussi experte en droit des tribus natifs amérindiennes. Ce qui est souvent utile vu que la plupart du gang est composé d'Amérindiens et que toute ma famille on l'est aussi. Du coup, ça nous assure une protection supplémentaire en jouant des fois la carte du racisme et de la discrimination systématique dans les affaires qui nous concernent. Enola te regarde en voyant l'effort que tu fais pour garder ton calme. Elle sait à quel point cela te pèse, et elle hoche la tête, reconnaissant que la situation dépasse le simple règlement de compte. Après le dîner, elle se retire dans une autre pièce pour passer un appel important. La tension monte d'un cran lorsque tu l'entends parler d'une voix assurée. « Rachel, c'est Enola Arrow. Il faut qu'on parle de Big et de ses tentatives de rachat. Ça devient préoccupant. On pourrait se retrouver demain matin à l'hôpital d'Amber Lake? J'ai bien peur qu'ils essayent de profiter de la situation. » Rachel Thunderwalk, l'avocate qui défend souvent les Coyotes, accepte immédiatement. Tu sais qu'elle est particulièrement redoutable, surtout lorsqu'il s'agit de protéger les intérêts des tribus. Cette promesse de sa présence pour défendre la terre de Big apaise légèrement la tension. Après le coup de fil, ta mère revient vers toi, l'air plus serein mais déterminé. « Chaiton, on ne les laissera pas s'en tirer comme ça. Rachel et moi passerons demain matin à l'hôpital pour voir ton grand-père et préparer une riposte. Ce soir, essaie de trouver un peu de repos. Ça risque d'être une longue semaine, mais on va gérer ça, à notre façon. » Enola te serre dans ses bras, avec cette énergie rassurante et résolue. Tu sens toute la force de ta famille se rassembler autour de toi, et cette solidarité t'apporte un apaisement inattendu pour affronter ce qui t'attend. Après cette conversation et cet échange, je vais aller finir la soirée devant la télé avec ma petite sœur, avec Mika, qui en fait je profite vu qu'elle se couche un peu plus tôt que moi pour zapper directement parce que les émissions qu'elle regarde, c'est pas ma tasse de thé, donc du coup je vais me mettre un programme un peu plus adulte, un bon film d'actualité.
Piège de cristal qui repasse, je pense, à la télé. Donc je me matais ça, puis j'irai moi-même après le film me coucher, car j'ai quand même besoin de repos, avec tous ces soucis, tous ces problèmes à gérer. Voilà, Chaston va juste profiter en plus, vu que je viens de faire l'attrape-rêve avec Désiré et Adina qui m'ont aidé à aimer là héritage amérindien et leur héritage vaudou. Du coup, je sais que je vais être protégé du brisé jusqu'à au moins vendredi. Donc, voilà, pour faire le deuxième rituel qu'on a prévu. Donc, je sais que je dormirai bien ce soir et du coup, je pense que on peut passer au lendemain, au mercredi 1er octobre, alors que je vais me préparer mon bon petit déj et aller au lycée. Ta nuit se passe sans encombre, sous la protection de tes attrape-rêves. Au petit matin, après un bon déjeuner partagé avec Enola, tu prends la route du lycée, une énergie tranquille te portant malgré le poids des affaires en cours. La fraîcheur de ce mercredi 1er octobre et l'air vif du matin semblent te donner un regain de motivation pour affronter la journée. Au lycée, les couloirs bourdonnent déjà. Certains étudiants planifiant les activités de la semaine ou le match de samedi, et d'autres rattrapant leurs devoirs. En traversant les couloirs, tu croises le regard de quelques amis et de tes coéquipiers de football, rappelant l'approche du match contre les Raptors. Juste avant le début de ton premier cours d'histoire, tu remarques Tiana qui t'attend près de ton casier. Elle te salue d'un sourire et semble vouloir échanger quelques mots avant le début des cours. L'air intrigué par quelque chose. Que fais-tu? Je m'approche d'elle, je lui dis « Coucou ma chérie, comment vas-tu ?» et je l'embrasse, posant mes mains sur ses hanches pour la plaquer un petit peu contre le casier, d'une étreinte sensuelle. Alors qu'on se moque complètement des visages qui peuvent passer, des autres élèves et tout. Je profite d'un moment avec elle, en tant que ma matinée commence par un doux baiser échangé avec elle. Et du coup, j'attends de voir de quoi elle veut me parler. Tiana te sourit, un peu espiègle, et te chuchote en tirant doucement sur ton col. Dis-moi, Shaiton, avant que la cloche ne sonne pour de bon, ça te dirait de me rejoindre près des vestiaires? Il paraît qu'ils sont déserts à cette heure-là. J'ai l'impression qu'on pourrait avoir besoin de quelques minutes ensemble, rien que tous les deux. Elle glisse sa main dans la tienne, son regard pétillant, et se tourne pour te guider vers le couloir qui mène au vestiaire. Le sourire sur ses lèvres ne laisse aucun doute sur ses intentions, et elle te donne un clin d'œil complice en prenant soin de jeter un coup d'œil pour vérifier que personne ne les suivait. Vous arrivez discrètement près des vestiaires, et Tiana s'adosse à la porte en te tirant contre elle, sa main glissant doucement dans ton dos. Ses yeux brillent d'une chaleur douce et malicieuse à la fois, et elle murmure. « Bon, avant qu'on se fasse appeler pour l'histoire, tu vas devoir gagner ton bisou du matin. » Sa voix s'adoucit, et elle te dépose un baiser sur la joue, puis approche lentement ses lèvres des tiennes, prête à partager un doux moment avant le début des cours. Kin. Forcément, Shaiton ne va pas se faire prier pour ce petit moment intime dans les vestiaires, surtout que c'est Tiana qui en est à l'initiative, donc écoute, je la suis en lui rendant son sourire espiègle et son sourire coquin, et du coup je pense que on va profiter qu'il y ait personne dans les vestiaires pour commencer à s'embrasser, se caresser. Elle va commencer à déboutonner ma chemise pour m'ouvrir et caresser mon torse pendant que je lui enlève son haut pour révéler son soutien-gorge et sa poitrine, et on commence à se câliner dans l'intimité des vestiaires, profitant de quelques minutes avant que la sonnerie du lycée ne résonne. Vous êtes en plein moment de douceur et de tension brûlante, dans cet espace secret des vestiaires où vous pensiez être à l'abri des regards. Tiana, légèrement rougissante, mais sans hésiter, te suit dans cet échange, profitant de l'intimité, quand soudain, le claquement d'une porte résonne.
En un instant, prof. vos gestes se figent et deux voix moqueuses s'élèvent derrière vous. Oh, mais qu'avons-nous là? Ironise Brody avec ce sourire narquois si familier, celui qu'il réserve pour les moments où il sait pouvoir troubler son monde. Le grand Shaiton Arrow en flagrant délit dans les vestiaires, hein? Il jette un regard appuyé à Savannah, qui croise les bras, un sourire glacial et satisfait aux lèvres. Savannah hausse un sourcil, le regard perçant. Oh, tu devais tellement avoir hâte de te retrouver seule avec ta jolie Toussaint que tu n'as même pas pensé à vérifier si quelqu'un rôdait dans les parages. Elle rit doucement, d'un rire mesquin, tandis que Tiana, qui a rapidement resserré son haut contre elle, lance un regard noir à Savannah, se retenant visiblement de répliquer sur le champ. Brody ricane et ajoute, d'un air narquois, « Ne vous en faites pas, les amoureux, on va vous laisser. Sauf si tu as un mot à nous dire, Arrow. » Forcément, je pense que Tiana et moi, on a sursauté quand on a entendu les deux vipères débarquer dans notre dos et commencer à se moquer de nous. Et du coup, comme Brody me pose sa question, je lui rétorque, peut-être, chef, non, j'ai rien à te dire. Là, j'ai juste envie de te recasser le nez, mon grand. Et je le toise du regard, voir s'il est prêt à un nouveau round de bagarre, ou s'il a autre chose en tête. Et du coup, je me permets de prendre la parole à la place de Lia qui a bugué. Les jumeaux avancent avec leur assurance typique, leur regard enchanteur et cette étrange fragrance envoûtante qui s'insinue dans l'air, lourde et irrésistible. Avant même que tu ne comprennes ce qui se passe, une chaleur inexplicable te parcourt, tandis que Savannah glisse ses mains sur ton torse, suivant la ligne de ta chemise à demi ouverte. Elle murmure à ton oreille d'une voix basse sulfureuse, « Si Tiana n'arrive pas à te garder en dehors des ennuis, peut-être que je m'en chargerai. » En face, Brody s'approche de Tiana, plongeant son regard dans le sien avec un charme envoûtant et intense. Il pose ses mains sur ses épaules, l'entraînant doucement à lui, l'invitant à se perdre dans cette aura enivrante. Tiana, malgré son caractère de feu, se laisse étrangement faire, ses yeux légèrement embués par l'influence qu'il exerce. Brody en profite, appuyant sa main sur ses hanches, provoquant une jalousie sourde en toi, mais tu te sens paralysé, incapable de réagir. Savannah, d'un geste délicat, pose son front contre le tien, laissant échapper un rire moqueur. Voyons, Arrow, tu pensais que toi et Tiana pourriez m'éviter indéfiniment? Elle appuie un baiser léger, provocateur, sur le coin de tes lèvres. Dis à Tiana de prendre garde, ou elle pourrait te perdre. Finalement, les jumeaux reculent d'un même mouvement, laissant derrière eux un sentiment de confusion et de désir flottant dans l'air. Un jeu de manipulation parfaitement calculé pour vous rappeler leur emprise et leur capacité à semer le chaos. Savannah murmure, tout sourire. Rappelez-vous, on peut jouer à ce petit jeu quand on veut. À très bientôt. Puis ils quittent les vestiaires, vous laissant tous les deux immobiles, l'esprit encore embrumé, réalisant lentement l'ampleur de l'influence qu'ils exercent. Je reprends difficilement mon souffle, car pendant quelques secondes, j'ai ressenti le désir le plus brutal et bestial, et ça me paraît assez perturbant, alors que Savannah me caressait le torse, et que j'ai très bien ressenti que je commençais à durcir dans mon pantalon. Et du coup, je me sens vraiment embarrassé. J'aurais été prêt en fait à aller plus loin si elle avait accentué ses gestes. Et je sais qu'en fait, Tiana, elle aussi, était dans le même état. Était sûrement humide de sentir les mains sur ses hanches et la peau de Brody contre la sienne. Et je pense qu'en fait, ils ont réussi à nous mettre dans un état complètement envahi par le désir, le plaisir, mais aussi la jalousie. Et du coup, ouais, on est vraiment perturbé. Je pense que c'est vraiment leur pouvoir d'incube et de succube qui ont agi sur nous, clairement. Et alors qu'on se trouve encore à moitié déshabillés dans les vestiaires, perdus et confus, je pense qu'il nous faudra quelques minutes pour revenir à nous. En fait, quand la sonnerie de l'école va retentir, ça nous fera sortir un peu de notre torpeur et
On est un peu complètement embarrassé par la situation, ne sachant pas trop quoi se dire en fait, elle et moi, et du coup on va se rhabiller en silence, gêné. Et voilà, on sait qu'on a failli céder à la tentation. Moi me perdant dans l'enceinte de Savannah et elle avec Brody. En plus ça nous paraît révoltant de nos yeux d'avoir quoi que ce soit comme rapport avec ces deux saloupios. Mais c'était plus fort que nous. Et du coup, ouais, je sais qu'on a été complètement manipulés. Et en plus, même si ça, j'étais jaloux de voir Brody s'approcher comme ça de Tiana, et je sais que Tiana, elle aussi, était jalouse de me voir entre les mains de Savannah. Bah, à la fois, ça nous excitait aussi. Oui, c'est un peu de l'échangisme, limite, mais ouais, ça nous excitait un petit peu. C'est... Ouais, on comprend que leur pouvoir de succube et d'incube, quand ils arrivent à bien l'exercer sur nous, c'est une véritable menace. Et il faudra que on s'occupe un jour de cela. Mais là, on est vraiment un peu trop embarrassé. Et en fait, on va aller discrètement en cours, sans trop se parler. En fait, je pense que du coup, là, notre premier cours, c'est le cours d'histoire. Et du coup, si tu peux me présenter, cher maître du jeu, le prof d'histoire et aussi un peu le cours qu'il va nous faire. Je le vois bien nous parler de l'histoire locale de l'état de l'Iowa et de la ville de Blackwater. Alastair Benton commence son cours en donnant le contexte historique de l'Iowa, en expliquant comment cette terre fut, pendant des milliers d'années, habitée par des tribus autochtones, notamment les Iowa. Ces tribus considéraient la terre comme vivante, chaque colline et chaque rivière étant habitées par des esprits et des forces puissantes. L'Iowa, explique Mr. Benton, était une région isolée mais riche, couverte de vastes forêts et d'immenses rivières. Les Autochtones voyaient en ces terres un lieu sacré, où les esprits Manitou habitaient chaque recoin. Ces Manitou pouvaient être des entités bienveillantes, mais parfois capricieuses et dangereuses. Il poursuit en racontant l'arrivée des premiers colons en 1643, des familles telles que les McGuffin et les Travers, deux des plus anciennes lignées de la ville de Blackwater. Ces colons ont établi une première entente avec la tribu des Iowa pour cohabiter sur le territoire, bien que cette entente ne soit pas sans tension. Les McGuffin et les Travers, des noms que vous connaissez tous, ont fondé la ville de Blackwater en 1643. Ces familles venaient de régions d'Europe où les superstitions et la peur des forces occultes étaient déjà bien ancrées, et il est dit qu'en arrivant, elles étaient frappées par les mythes autochtones. Puis, il évoque un moment plus sombre, celui de la fin du XVIIe siècle, alors que les procès en sorcellerie sévissaient dans tout le Massachusetts. À Blackwater, en 1690, une vague de peur et de superstition s'est emparée de la ville, conduisant les familles influentes à organiser des procès similaires à ceux de Salem. Cependant, à Blackwater, ces prétendues sorcières n'étaient pas pendues, mais noyées dans les chutes qui ont depuis gagné le nom de chutes des sorcières noyées. Ces femmes étaient souvent accusées pour des raisons floues. Certains parlaient de signes de sorcellerie, d'autres d'influences démoniaques ou de maladies inexpliquées, ajoute Mr. Benton d'une voix grave. Ceux qui étaient accusés étaient précipités dans les chutes pour tester leur innocence. Survivre était interprété comme un signe de sorcellerie, et beaucoup, vous l'imaginez, ne sont jamais revenus. Cette histoire imprègne encore aujourd'hui le folklore de Blackwater. Mr. Benton explique que ces événements ont laissé une marque indélébile sur la ville, et qu'au fil des générations, les descendants des familles de pionniers continuent de ressentir une certaine fierté teintée de mystère et d'appréhension envers le passé de leur ville. Après un instant de silence solennel, il interrompt son cours d'un léger raclement de gorge, ses lunettes remontées sur le nez. Des questions? J'étais un peu étonné, j'avoue, quand le prof a parlé des Manitou. Ça m'a fait tiquer. Je suis assez étonné qu'un Blancos puisse connaître ce genre de légende propre à mon peuple. Du coup, j'écoute avec intérêt la suite de son cours, et en fait, je pense que quand il va poser s'il y a des questions, en fait, dans la classe, certains élèves vont se tourner vers moi
On dit, ah mais c'est vrai, Shayton, toi aussi tu fais partie de cette tribu Iwa et tout, tu peux nous en dire plus et tout. Et du coup, je pense qu'il va y avoir quelques questions auxquelles je vais essayer de répondre et que le prof va m'aider à y répondre. Alors que le professeur continue sur les coutumes des Ioway, le sujet s'éloigne quelque peu des esprits pour parler des rites de passage, des peintures de guerre et de certaines légendes locales que les autochtones partageaient avec les premiers colons. Mr. Benton, bien qu'extérieur à cette culture, montre un respect notable et une attention particulière aux détails qu'il relate. Quelques élèves intrigués se retournent vers toi, Shayton, te demandant d'expliquer quelques coutumes. Avec calme, tu leur racontes ce que tu connais des Ioway, ajoutant des anecdotes transmises par ton grand-père et ta famille. Les élèves écoutent avec un mélange d'émerveillement et de curiosité. Le professeur complète d'ailleurs certains de tes récits, ajoutant des détails historiques. C'est alors que Brody McGuffin prend la parole d'un ton suffisant. Oui, c'est bien intéressant tout ça. Mais les Arrow ne sont pas les seuls à avoir une histoire ici. Il y a aussi nos ancêtres, les McGuffin, sans qui Blackwater ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Son regard se tourne vers Tiana, et son sourire s'élargit alors qu'il ajoute avec une satisfaction mal dissimulée. Et puis, n'oublions pas que les Toussaint, eux, travaillaient pour nous à l'époque. N'est-ce pas, Tiana? Un murmure circule dans la salle, certains élèves échangeant des regards embarrassés, mais tu vois le regard de Tiana s'assombrir et son poing se serrer discrètement sur la table. Avant qu'elle ne puisse répondre, Mr. Benton intervient d'un ton autoritaire mais posé. Oui, Brody, la famille McGuffin est également une pièce de l'histoire de Blackwater. Cependant, les Toussaint ont contribué eux aussi à cette ville d'une manière significative bien au-delà de leur passé d'oppression. Je vous rappelle que l'esclavage fut une institution honteuse pour notre pays, mais ce que nous avons maintenant, ce sont des histoires de courage et de résilience qui méritent d'être honorées. Malgré l'intervention du professeur, Tiana est visiblement troublée et tu ressens sa tension à côté de toi. Elle murmure entre ses dents. Ce crétin de Brody, toujours à vouloir rabaisser les autres pour se grandir. Le professeur reprend son cours, mais les regards entre toi, Tiana, et les McGuffin trahissent une tension sous-jacente. Je pense que clairement, il y a de la tension, de la colère et tout, de la jalousie, mais aussi une tension un peu sexuelle entre, d'une part, Tiana et moi, et face à Brody et Savannah. On peut pas s'empêcher, en fait, de tous les deux de penser à ce qui s'est passé dans les vestiaires. Et à combien c'était perturbant, mais en même temps tellement attirant comme sensation. Et en fait, je pense qu'on va juste se taire, se caler sur nos chaises tout le long du cours. Vraiment, mais on est perturbé par tout ça. Et vivement, en fait, la sonnerie de midi. Et on va aller, du coup, à la cantine, essayer de se changer l'histoire avec un bon repas. Bon, si on peut appeler bon repas un repas de cantine. Mais en tout cas, ça va nous faire du bien d'y retrouver nos amis Sam et Jade, mais aussi Max. Et papoter aussi de la soirée ciné qu'on a programmée pour ce soir. Bien sûr, je corrige ça pour te faire une scène plus cohérente. À la cafétéria, tu prends place avec Tiana, et malgré le silence un peu lourd entre vous, Sam, Max et Jade arrivent avec des sourires complices, allégeant aussitôt l'ambiance. Jade, dans son style rock-punk habituel, s'assoit en lançant un clin d'œil vers Tiana et toi. Bon, soirée ciné ce soir, c'est bien ça? Ouais. Heureusement qu'on a convenu de voir des raptors et pas des aliens. On peut dire que c'est un progrès. Elle ricane, piquant dans son plateau. Max acquiesce, l'air enthousiaste. Le monde perdu, c'est parfait. Parce que les dinos, ça ne déçoit jamais. Contrairement aux raptors qu'on va affronter samedi. Ils te donnent un coup de coude. D'ailleurs, tu vas te donner à fond pour leur en mettre plein la vue, non? Tu hausses les épaules avec un sourire en coin, l'air sûr de toi. Ils sont pas prêts pour la fureur des Buffalos, crois-moi. Tiana, visiblement plus détendue, rit à l'échange et te taquine.
J'espère que tu auras autant de fougue ce soir pour ne pas sursauter à chaque cri de dino. Et je parle aussi pour toi, Max. Max feint l'indifférence. Moi sursauter? Impossible. Les cris de Raptor, c'est rien après les hurlements de notre coach. Sam lance un clin d'œil en chuchotant à Max. Par contre, si Jad sursaute et t'attrape le bras, ça va donner de l'action. T'es prêt? Jad hausse un sourcil avec une moue sarcastique. Hey, qui dit que j'attrape le bras de qui que ce soit? Je sursaute pas, c'est juste de l'anticipation. Tout le monde éclate de rire et Tiana se tourne vers toi, visiblement contente que l'ambiance soit redevenue légère. Bon, tout le monde prêt à se retrouver ce soir pour affronter les dinos? On pourra se détendre un peu avant que Chaiton doive remettre ça samedi sur le terrain contre des Raptors un peu moins préhistoriques. Au fur et à mesure que les plaisanteries continuent, les tracas de la matinée s'éloignent. Finalement, l'excitation de la soirée ciné reprend le dessus, et il est clair que tout le monde est décidé à passer un bon moment ensemble. Après la cantine, vu qu'un après-midi, on a quelques heures d'études libres, avant d'aller, il me semble de mémoire, avec Tiana, l'après-midi, on a notre club de self-défense avec Sam. Puis après, j'ai mon entraînement de football. Du coup, je pense que j'ai proposé à Tiana, en fait, de profiter des études libres pour sortir du lycée et aller faire des recherches à la bibliothèque municipale. Car j'ai envie de savoir un peu plus sur le passé de Blackwater, mais aussi concernant la famille McGuffin. Parce que je me souviens en fait des souvenirs que j'ai vus de mon grand-père qui avait vivement pactisé avec Fergus McGuffin, l'arrière-grand-père de Brody et Savannah. Donc je suis curieux de voir ce que je peux trouver comme info à ce sujet dans les archives municipales. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut refaire un petit point au niveau chronologie et généalogie des Arrow et des McGuffin, s'il te plaît, cher maître du jeu? Allons faire un peu de mathématiques généalogiques pour démêler cette histoire. En sachant que Chaiton est en 1987, nous avons les éléments suivants pour Fergus McGuffin, arrière-grand-père de Brody et Savannah. 1. Chaiton Arrow, né en 1981, âgé de 16 ans en 1987. 2. Brody et Savannah McGuffin, nés en 1991, donc 16 ans en 1987. 3. Big B, grand-père de Chaiton, environ 70-80 ans en 1987, soit né entre 1917 et 1927. 4. Fergus McGuffin, l'arrière-grand-père de Brody et Savannah, probablement en âge d'avoir rencontré Big B quand ce dernier avait autour de la trentaine, soit vers les années 1947-1957. Hypothèse sur Fergus McGuffin. Si Big B a entre 70 et 80 ans en 1947, on peut estimer que Fergus McGuffin avait entre 30 et 40 ans lors de leur rencontre, ce qui situerait sa naissance entre 1907 et 1917. On peut supposer que Fergus McGuffin pourrait être mort dans les années 1960 à 1970, vers l'âge de 50-60 ans, si on suit la chronologie. Conclusion. Résumé chronologique pour Fergus McGuffin. Naissance estimée? Entre 1907 et 1917. Décès estimé entre les années 1960 et 1970. Période active. Jeune adulte à adulte mûr. Années 1930 à 1950. Probablement impliqué dans les affaires familiales McGuffin en ces périodes. Fergus aurait donc été actif à Blackwater durant une époque où les tensions historiques et territoriales entre familles comme les McGuffin et les natifs auraient pu jouer un rôle important. Bah écoute, j'aime bien ce que tu me proposes. Je pense qu'on va établir la date de naissance de Fergus à 1907 et sa date de décès à 1968. Et du coup, si je ne me trompe pas, Fergus McGuffin était trop jeune pour en faire la Première Guerre mondiale, mais suffisamment grand pour faire la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, si mon propre grand-père est né en 1917, je pense qu'il aurait pu faire lui aussi la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, dis-moi si c'est possible, si t'as une idée narrative autour de ça. Oui, ton raisonnement est tout à fait juste.
et ça ouvre effectivement de belles possibilités narratives. En fixant la naissance de Fergus MacGuffin en 1907 et son décès en 1968, cela le place dans une période où il était trop jeune pour la Première Guerre mondiale, mais il aurait eu environ 32 ans au début de la Seconde Guerre mondiale en 1939. Cela signifie qu'il aurait effectivement pu être impliqué dans le conflit, ce qui pourrait enrichir son histoire et ajouter de la profondeur à son passé et à ses motivations. Quant à Big B, s'il est né en 1917, il aurait eu autour de 22-23 ans pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui fait de lui un candidat plausible pour y avoir participé, probablement en fin de conflit. Cela pourrait signifier que Big B et Fergus, bien que de camps et de contextes différents, auraient chacun vécu l'expérience de la guerre. Cette expérience partagée pourrait avoir façonné leurs personnalités respectives, influencé leur choix de vie et éventuellement jouer un rôle dans leurs relations et les tensions entre leurs familles. Cela pourrait également te permettre d'introduire des éléments de traumatisme ou de loyauté qu'ils auraient rapportés de la guerre et qui auraient renforcé ou envenimé leur vision différente du monde et de leur place à Blackwater. Et il me semble que durant la Seconde Guerre mondiale, il y avait une unité spécifique dans l'armée américaine composée de natifs amérindiens, si je ne dis pas de bêtises. Absolument. Pendant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs unités spécifiques étaient composées de soldats amérindiens, les plus célèbres étant les Code Talkers, parleurs de code, qui utilisaient leurs langues indigènes pour transmettre des messages cryptés. Les Navajos sont les plus connus pour cela, mais d'autres tribus comme les Cherokee, Comanche, Hopi et Lakota ont également contribué en tant que parleurs de code. Ces soldats ont joué un rôle crucial dans les communications sécurisées, en utilisant des langues indigènes qui étaient pratiquement impossibles à déchiffrer pour l'ennemi. Même si Big B n'est pas nécessairement Navajo, tu pourrais envisager qu'il ait rejoint une unité de parleurs de code ou qu'il ait croisé certains de ses soldats durant son service. Cela pourrait apporter une dimension intéressante à son passé, illustrant non seulement sa contribution à la guerre, mais aussi son sentiment d'appartenance et de loyauté envers ses racines, ce qui aurait pu renforcer sa détermination à protéger son héritage et sa communauté à son retour. Si tu souhaites que Big B ait une expérience de guerre directement liée à ses compétences culturelles, cette idée des parleurs de code pourrait être un excellent point de départ. Clairement. D'autant plus qu'elle est historiquement ancrée, valorise les traditions amérindiennes au sein même de l'histoire militaire américaine. Oui, je pense que ça peut le faire. Bonne idée. Je vois bien Big B ayant fait partie des Code Talkers et Fergus avoir été le formateur de son unité durant leur entraînement et le relais avec l'état-major sur le terrain. Du coup, peux-tu me créer quelques aides de jeu qui pourraient souligner un peu que Shaitan peut découvrir sur Fergus et Big B durant leur exploit de guerre? Voici quelques aides de jeu sous forme de coupures de presse et articles fictifs d'époque, évoquant les exploits de Fergus et Big B pendant la Seconde Guerre mondiale. Coupure de presse 1943, The Blackwater Chronicle. Titre des braves de Blackwater, les Amérindiens au cœur des lignes ennemies. Sous-titre l'unité secrète des Code Talkers et leur courage exceptionnel sur le front. Texte. Parmi les unités américaines engagées dans la guerre, peu sont aussi mystérieuses et admirées que les Code Talkers, un groupe d'hommes amérindiens dont les compétences linguistiques et la bravoure sauvent des vies chaque jour. Sous le commandement du capitaine Fergus MacGuffin, un homme reconnu pour sa poigne de fer et son dévouement envers ses hommes, cette unité de messagers spécialisés utilise des codes indéchiffrables pour l'ennemi grâce à leurs langues ancestrales. L'un des soldats les plus remarquables de cette unité est Benjamin Big B. Arrow, un natif de Blackwater issu des tribus de la région. Avec courage et détermination, il joue un rôle essentiel dans la transmission d'ordres vitaux sous les tirs ennemis, assurant la sécurité des bataillons alliés. À maintes reprises, il a risqué sa vie pour traverser des lignes de front,
afin de transmettre des informations confidentielles et indéchiffrables à l'ennemi. Le capitaine McGuffin n'hésite pas à exprimer son admiration. Ces hommes sont la fierté de notre unité et une inspiration pour tous. Ils portent en eux l'histoire de leur peuple et l'honneur des forces alliées. L'engagement des Code Talkers sur le terrain est un exemple des contributions précieuses des Amérindiens à l'effort de guerre, marquant l'histoire militaire d'une empreinte indélébile. Article d'après-guerre 1946 de Blackwater Gazette. Titre: Le sacrifice des Code Talkers, des héros méconnus de la Seconde Guerre mondiale. Avec la fin de la guerre, les récits de bravoure émergent, rendant hommage aux efforts héroïques de nos soldats. Parmi ces récits, celui de l'unité de Code Talkers, commandée par le capitaine Fergus McGuffin, retient particulièrement l'attention. Ces soldats, pour la plupart issus de tribus amérindiennes, ont contribué de manière cruciale en utilisant leurs langues indigènes pour transmettre des messages indéchiffrables. Un événement marquant est survenu en Normandie, lors du débarquement en 1944. Sous des tirs nourris et des bombardements incessants, Fergus McGuffin, accompagné de son jeune messager Big B, a coordonné des actions stratégiques en déjouant les interceptions allemandes. Grâce à leur communication sécurisée, ils ont permis la progression d'unités alliées dans une zone hautement défendue. Ce n'est qu'après l'assaut, lorsque le calme est revenu, que l'ampleur de leur contribution a été réalisée par les officiers alliés. Benjamin Arrow, connu de ses camarades sous le nom de Big B, a souvent joué un rôle de première ligne, transmettant des messages vitaux malgré le danger. Aujourd'hui, à son retour, il continue de porter les cicatrices invisibles de cette guerre, et sa communauté l'honore pour son courage et son dévouement. Rapport militaire d'archives, 1944, extrait des rapports confidentiels de l'état-major. Titre: Opération Overlord, le rôle des Code Talkers dans l'avancée des troupes. Texte. Durant l'assaut du débarquement en Normandie, l'unité de communication spéciale, dirigée par le capitaine Fergus McGuffin, a démontré une efficacité sans précédent dans la sécurisation des transmissions et la dissimulation des plans stratégiques. Utilisant une méthode innovante, reposant sur des langues amérindiennes, notamment le Cherokee et le Comanche, leurs communications n'ont pas été interceptées par les services allemands. Le soldat Benjamin Arrow s'est distingué par son courage remarquable. Le 7 juin, il a traversé à plusieurs reprises les lignes de front, sous des tirs croisés, pour transmettre des messages vers le poste de commandement, permettant ainsi aux troupes alliées d'éviter une embuscade planifiée. Le capitaine McGuffin a recommandé plusieurs membres de son unité pour des distinctions, saluant leur héroïsme et leur capacité à garder leur calme sous le feu ennemi. Ces actions contribuent de manière significative au succès de l'opération Overlord, en attestant de l'efficacité des Code Talkers et du dévouement inébranlable des soldats amérindiens envers l'effort de guerre. Article commémoratif x68, l'indépendant de Blackwater. Titre: In Memoriam Fergus McGuffin, un héros local et mentor des Code Talkers. Texte: Aujourd'hui, Blackwater dit adieu à Fergus McGuffin, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et ancien capitaine de l'unité des Code Talkers, dont les services héroïques ont été reconnus dans tout le pays. Fergus, né en 1907, a consacré sa vie au service de son pays et à la formation de jeunes soldats, dont beaucoup issus de tribus amérindiennes. Sa contribution durant la guerre, notamment au sein de l'opération Overlord, lui a valu la reconnaissance de ses pairs et de l'état-major. Parmi les soldats sous son commandement, un jeune messager amérindien, Benjamin Big B. Arrow, se souvient avec émotion de son mentor. Le capitaine McGuffin m'a appris à me fier à mon instinct et à mon courage. Il a toujours respecté ma culture et sa confiance en nous a changé nos vies. Fergus laisse un héritage unique, célébré non seulement pour son courage, mais pour la compréhension qu'il a encouragée entre communautés. Alors que les habitants de Blackwater se réunissent pour lui rendre hommage, son nom demeurera à jamais lié aux valeurs de bravoure et de respect. Ces articles et rapports pourraient servir de point de départ pour que Chaiton découvre l'histoire commune de Fergus et Big B, mais aussi pour révéler des valeurs,
des tensions ou des secrets liés à leur passé militaire et à leur personnalité. Chayton découvre avec plaisir le passé militaire de son grand-père Bigby. C'est vrai que ce dernier n'en parle pas souvent. Chayton a l'impression de découvrir un pan entier de la vie de son grand-père. Par contre, il s'interroge si Bigby et Fergus s'entendaient si bien et qu'ils avaient même convenu d'un pacte commun à leur retour au pays pour protéger la forêt de la réserve Iowa. Pourquoi à la mort de Fergus McGuffin, ses descendants sont devenus aussi pourris? En plus, c'est vrai que Chayton connaît les McGuffin actuels, donc Brody et Savannah, les jumeaux qui ont son âge, et leur père Rick McGuffin, et maintenant, du coup, l'arrière-grand-père Fergus. Mais il lui manque des infos sur le grand-père. Qui est-il? Et du coup, je cherche une chronologie généalogique des McGuffin dans leurs archives. Chayton, en plongeant dans les archives, découvre progressivement la généalogie des McGuffin, ce qui lui permet de relier les générations et de mieux comprendre les changements dans cette famille depuis la mort de Fergus. Voici la chronologie familiale des McGuffin qui pourrait l'aider. Généalogie des McGuffin. Fergus McGuffin, 1907-1968. Rôle ancien capitaine de l'armée et chef de la famille. Fergus est connu pour son pacte de protection avec Bigby, basé sur le respect de la forêt de la réserve Iowa. Caractère. Fortement respecté, un leader qui croyait en la collaboration entre les familles McGuffin et Arrow pour préserver leurs terres et héritages. Décès. Fergus meurt en 1968 dans des circonstances encore floues, laissant un héritage de valeurs et de principes que ses descendants ne semblent plus suivre. 2. Angus McGuffin 35 en 1990. Rôle. Fils unique de Fergus. Angus est le grand-père de Brody et Savannah, mais peu de gens parlent de lui. Dans les années 1970, il prend la tête de la famille McGuffin après la mort de Fergus. Caractère. Contrairement à Fergus, Angus développe une réputation d'homme ambitieux et influent, tourné vers l'exploitation économique de la terre. Il voit la forêt comme une ressource à exploiter plutôt qu'à protéger. Relations. Angus s'éloigne des idéaux de Fergus et rompt progressivement les relations avec Bigby et la famille Arrow. Des rumeurs indiquent qu'il aurait eu des problèmes financiers, ce qui l'aurait poussé à vendre des parcelles de terre, initiant les tensions qui persistent aujourd'hui. Décès. Angus décède en 1990. Mais son influence et ses choix controversés laissent une marque durable dans la famille. C'est à partir de son époque que les McGuffin adoptent des pratiques moins éthiques, marquant une rupture avec l'esprit de collaboration voulu par Fergus. 3. Rick McGuffin, né en 1960. Rôle. Fils d'Angus et père de Brody et Savannah. Il reprend la direction des affaires familiales après la mort de son père en 1990. Caractère. Rick est un homme calculateur et manipulateur, obsédé par la profitabilité de leurs terres. Il s'oppose activement à toute tentative de protection environnementale et s'engage dans des pratiques douteuses, notamment dans le secteur des cultures illicites. Conflit. Rick incarne la transformation de la famille McGuffin en une famille en guerre avec les valeurs de Fergus. Ces pratiques commerciales agressives créent des tensions accrues avec les Arrow et la communauté de la réserve, allant à l'encontre du pacte initial entre Fergus et Bigby. 4. Brody et Savannah McGuffin, nés en 1991. Les jumeaux McGuffin, petits-enfants de Fergus, sont de la génération de Chayton. Ils ont grandi dans l'ombre des idéaux de leur père Rick. Caractère. Brody et Savannah, bien que très différents de leur arrière-grand-père, n'ont connu que les méthodes de Rick, marquées par la manipulation et le profit à tout prix. Brody est agressif et provocateur, tandis que Savannah est plus subtile et manipulatrice, n'hésitant pas à jouer de ses charmes pour obtenir ce qu'elle veut. J'ai une idée aussi con, oui. Leur relation avec Chayton est teintée de rivalité, d'attirance, mais aussi de conflits liés au choix et à l'histoire de leurs familles respectives. Cette généalogie montre clairement comment, au fil des générations, les McGuffin se sont détournés des valeurs initiales de Fergus. Angus a rompu l'équilibre en cherchant le profit, et Rick a poursuivi cette voie,
approfondissant la rupture avec les Arrow et la communauté autochtone. Cette chronologie pourrait pousser Shaiton à rechercher d'autres indices sur le passé d'Angus, notamment pour comprendre pourquoi et comment il a brisé le pacte de Fergus et Bigby. Oui, en effet, je vais continuer à me renseigner sur Angus, du coup, vu que c'est le seul que je ne connais pas, du coup, j'essaie d'aller plus loin dans les archives municipales, fouiller un peu plus avec Tiana. Tant pis si ça déborde sur l'heure du cours de self-défense, on y arrivera en retard, mais je veux en apprendre plus. Shaiton commence ses recherches sur Angus MacGuffin, fouillant dans les archives de Blackwater, à la recherche de photos, articles et tout ce qui pourrait faire lumière sur cet homme mystérieux et les rumeurs qui le concernent. Voici les éléments qu'il découvre. Photographies retrouvées dans les archives. 1970, journal local de Blackwater. La photo montre Angus MacGuffin dans ses jeunes années, probablement vers la trentaine, aux côtés de plusieurs hommes et femmes lors d'une cérémonie d'inauguration de terres forestières. Il porte un costume simple mais bien taillé, et ses traits sont durs, le visage marqué par une certaine gravité. Son regard intense et ses sourcils froncés lui donnent un air sombre. Ses yeux semblent percer l'objectif, capturant une intensité inquiétante. Il est plus petit et moins imposant que son père Fergus, mais son expression dégage une certaine autorité. En arrière-plan, on distingue un panneau indiquant l'achat de nouvelles parcelles pour la MacGuffin Logging Co., une entreprise qui semble avoir été fondée par Angus pour exploiter les ressources forestières. Le sourire forcé sur son visage tranche avec les autres invités, et Shaiton note que Bigby, ou tout autre membre de la communauté autochtone, est absent de cette photo, comme par hasard. Signe de la rupture entre les MacGuffin et la réserve. Article de presse 1968, The Blackwater Chronicle. Titre: Controverse autour de l'expansion des terres MacGuffin. L'article relate l'achat et la vente de parcelles de forêt, autrefois protégées, que Angus MacGuffin aurait acquises auprès de familles locales à des prix dérisoires, arguant de difficultés financières. Certains témoins affirment qu'Angus semblait pris d'une frénésie de rachat, accumulant des dettes pour investir dans des parcelles boisées avec l'intention de les exploiter pour l'industrie du bois et de la construction. Les habitants de Blackwater murmurent que ces problèmes financiers sont liés à des investissements peu scrupuleux dans des cercles occultes et même des cercles de rituels fermés. Extrait de l'article. Des témoins affirment avoir vu Angus MacGuffin fréquenter des groupes de l'ombre liés à des pratiques occultes, bien que rien ne soit confirmé. Certains habitants parlent de sacrifices et de rituels nocturnes en pleine forêt. Pour les MacGuffin, ces terres ne sont plus sacrées. Elles sont des ressources exploitables. Cependant, certains membres de la communauté locale déplorent cette violation d'accords anciens. Rapport d'enquête interne non publié, 1985, note confidentielle retrouvée dans les archives de Blackwater. Ce document interne, retrouvé par Shaiton, est un rapport confidentiel des autorités de Blackwater concernant des plaintes pour des disparitions d'animaux et des rumeurs persistantes de pratiques occultes autour de certaines parcelles de terre appartenant à Angus MacGuffin. Le rapport mentionne que les forces de l'ordre local ont été alertées à plusieurs reprises de rassemblements étranges la nuit, avec des chants gutturaux et des feux de camp dans des clairières reculées. Bien que les preuves soient insuffisantes, des témoins oculaires évoquent des symboles tracés dans le sol, et l'un d'eux aurait vu Angus, vêtu d'une cape sombre, diriger ces cérémonies. Les autorités ont clos l'enquête faute de preuves, mais l'incident laisse une tache sombre sur le nom des MacGuffin. Extrait du rapport. Des témoignages peu fiables font état de cérémonies suspectes autour des terres récemment acquises par M. Angus MacGuffin. La présence de symboles ésotériques et d'objets rituels n'a pu être confirmée. Bien que l'enquête soit close, la réputation des MacGuffin se dégrade parmi les habitants. Article nécrologique, 1990, The Blackwater Gazette. Titre: Angus MacGuffin, un héritier controversé, décède à 55 ans.
L'article de l'époque annonce la mort prématurée d'Angus, qualifiée de mort soudaine, sans détails supplémentaires. Ouais. Angus est décrit comme un homme visionnaire et controversé, dont la quête d'expansion pour les terres de sa famille et ses investissements imprudents l'ont placé sous les feux des critiques. Il laisse derrière lui son fils unique, Rick McGuffin, qui hérite d'une entreprise familiale endettée et d'une réputation assombrie. Extrait de l'article. Angus McGuffin laisse un héritage ambigu. Homme d'affaires avisé pour certains, il était pour d'autres un individu influencé par des pratiques peu scrupuleuses. Son attachement aux croyances occultes et ses rituels étranges en forêt lui ont valu des tensions avec la communauté autochtone. Sa mort soudaine, en 1990, suscite des interrogations que seul son fils Rick pourra résoudre, à la tête d'un empire familial fragilisé. Conclusion pour Chayton. Ces découvertes aident Chayton à comprendre pourquoi la famille McGuffin a évolué de manière aussi pourrie après Fergus. Tu m'étonnes. Il est clair que Angus McGuffin s'est éloigné des valeurs de respect de son père, s'enfonçant dans des cercles occultes qui l'ont détourné du pacte de protection des terres avec Bigby. Son goût pour l'expansion économique et les rituels étranges pourrait être à l'origine des malheurs qui frappent la famille McGuffin et ont laissé un héritage toxique que Rick et ses enfants continuent d'exploiter. Pour Chayton, il reste à découvrir ce que ces rituels impliquent réellement et si leur influence persiste dans les pratiques des McGuffin actuels. D'accord, donc évidemment, grand-père McGuffin trempé dans une sorte de secte satanique occulte, ok, ce qui pourrait laisser deviner pourquoi ces petits-enfants sont du haut d'incubes et de succubes. Ouais. En fait, je me rends compte que un autre membre de la famille dont j'ignore encore l'identité et l'existence, c'est justement la mère de Brody de Savannah. Autant je connais donc maintenant le père, Rick, le grand-père, Angus, et l'arrière-grand-père, Fergus. Mais du coup, c'est vrai que j'essaie d'y repenser. Depuis que je suis enfant et que je connais Brody et Savannah, c'est vrai que j'ai jamais vu de présence maternelle auprès d'eux. Toujours avec leur père. Et du coup, je vais essayer de me renseigner un petit peu, voir s'ils ont eu une mère, si elle est enregistrée dans les données des archives ou pas, en fait. Ça m'intrigue, en fait, qu'on parle des pères, des patriarches de la famille McGuffin, mais à aucun moment des mères de la famille McGuffin. Donc du coup, je vais un peu creuser cette piste-là. Voici ce que Chayton découvre dans les archives, tout en remarquant l'absence totale de toute mention de la mère de Brody et Savannah. Ce mystère pique sa curiosité, d'autant que chaque élément semble étrange et entouré de silence. Observation initiale, généalogie incomplète. En parcourant les documents, Chayton note un manque frappant de photos ou de mentions de la mère des jumeaux McGuffin, aussi bien dans les journaux locaux que dans les documents familiaux. Rick McGuffin semble n'avoir jamais mentionné une épouse, ni lors de cérémonies locales, ni dans les articles qui relatent des événements de la famille McGuffin. Cela soulève des questions. Pourquoi la mère de Brody et Savannah était absente des archives, et pourquoi ce mystère autour de sa figure? Article de presse. The Blackwater Gazette. Titre: Jeune femme échappe à une secte mystérieuse au cœur de Blackwater. Texte. Un sombre mystère plane sur Blackwater après la fuite dramatique d'une jeune femme d'un groupe secret présumé être une secte aux pratiques occultes. Les autorités ont recueilli son témoignage choquant, dans lequel elle décrit des rituels sataniques impliquant des sacrifices symboliques et des sévices. Bien qu'aucune arrestation n'ait eu lieu, des habitants murmurent qu'il s'agissait d'un groupe influent et bien établi. Ouais, les McGuffin. La jeune femme, dont l'identité n'a pas été dévoilée pour des raisons de sécurité, affirme qu'elle a été piégée par ce groupe qui voyait en elle une incarnation de Lilith, figure démoniaque liée à la luxure et à la séduction. Okay. Des marques étranges, notamment un pentacle gravé dans sa chair, auraient été découvertes sur son dos, signe d'un lien forcé entre elle et le groupe.
Selon des sources confidentielles, elle aurait réussi à fuir après plusieurs années de captivité, profitant d'une faille dans la surveillance. Cependant, personne ne sait où elle se trouve aujourd'hui, ni si elle a pu se remettre de ce calvaire. Dossier d'enquête. Archives de Blackwater, 1982. Affaire non résolue. Chayton tombe sur une note interne de la police de Blackwater, classée sans suite faute de preuves suffisantes. Cette note fait référence à une fuite dans un cercle présumé d'activités occultes, impliquant une jeune femme non identifiée qui, selon le rapport, aurait été utilisée pour des rituels de lignée. Extrait de la note. La fugitive mentionne des pratiques de type ésotérique impliquant l'accouplement et des cérémonies de lien de sang. Oula. Elle affirme avoir été forcée de procréer pour le compte de ce groupe, qui considérait sa descendance comme sacrée ou investie de pouvoirs particuliers. Les marques découvertes dans son dos, un pentacle et d'autres symboles rituels, semblent indiquer une tentative de contrôle psychologique ou spirituel. La note conclut que cette femme n'a jamais été identifiée ou retrouvée après sa fuite, mais qu'elle aurait été vue pour la dernière fois dans un état mental fragile, partant en direction des montagnes de Blackwater. Photographie mystérieuse, 1980, archives d'un journaliste local. Dans une série de photos prises discrètement à la fin des années 70, Chayton tombe sur une photo en noir et blanc floue d'une jeune femme, entourée de plusieurs hommes en costume. Les visages des hommes sont partiellement cachés par les ombres, mais l'un d'eux, d'après la légende sous la photo, pourrait être Angus MacGuffin. La jeune femme semble effrayée et passive, tandis que l'homme à côté d'elle la tient par le bras, comme pour l'empêcher de fuir. Aucun nom n'est précisé, mais la légende sous la photo indique simplement « rassemblement privé, cérémonie d'initiation ». Chayton ne trouve pas d'autres informations associées à cette image, mais son intuition lui souffle que cette jeune femme pourrait être la mystérieuse figure maternelle absente de Brody et Savannah. Conclusion pour Chayton. Ces éléments laissent à Chayton le sentiment d'une histoire terrifiante et douloureuse derrière la naissance des jumeaux MacGuffin. Cette femme, possiblement la mère de Brody et Savannah, a été capturée et utilisée par la secte d'Angus MacGuffin pour ses pouvoirs de séduction, pensant qu'elle incarnait Lilith. Les motivations de la secte et la nature des pouvoirs de la jeune femme pourraient expliquer les pouvoirs d'incube et de succube manifestés par les jumeaux. Le mystère persiste, mais Chayton commence à voir comment les MacGuffin ont déformé la nature même de cette femme et de sa descendance, tout en conservant des pratiques occultes et dérangeantes. Dis donc, sacrée histoire de la famille MacGuffin. Je pensais pas du tout partir dans ce genre d'intrigue. Donc, pour résumer, on a Fergus MacGuffin, l'arrière-grand-père, qui était héros de guerre avec mon propre grand-père, Rigby, des unités spéciales des Code Stalkers, donc super, ça c'est cool. Puis ça s'est dégradé avec son fils Angus MacGuffin, qui du coup, roulant sous les dettes, était lié à un groupe, une sorte de secte occulte et satanique, qu'il a poussé son fils Rick à avoir des relations sexuelles avec une jeune femme piégée par la secte, à qui ils ont tatoué gravé des pentagrammes dans le dos, car ils croyaient que c'était la réincarnation de Lilith. Ah ouais, pas rien que ça. Et du coup, je suppose que c'est une union de Rick et de ce mystérieux inconnu qui est né donc Brody et Savannah, qui ont hérité de pouvoirs démoniaques, si on peut dire, de succube et d'incube. Donc, est-ce que leur mère était réellement l'incarnation de Lilith ou pas? Mais en tout cas, ouais, alors là, on part dans une intrigue de secte démoniaque. Alors, d'un côté, on a ça pour les MacGuffin. Du côté Arrow, c'est les légendes amérindiennes avec les rêves et les cauchemars et les Dreamcatchers, ok. Et les Toussaint, c'est du vaudou. Ah ben dis donc, ça pue tout ça. Fort du temps à Chayton. Et du coup, je pense qu'en fait, avec Savannah, oula, non, ça y est, elle m'obsède, la MacGuffin. Avec Tiana, on va faire tous ces dossiers après plusieurs heures de recherche.
assez secoué par tout ce qu'on a appris. En fait, au début, ça allait, tu vois, les souvenirs de guerre de mon grand-père et tout. C'était, je veux dire, pas joyeux, mais ouais, j'étais assez fier de me dire que ouais, mon grand-père, c'est un héros de guerre et tout. Puis quand on a découvert le reste à partir d'Angus, de l'histoire de McGuffin, on fait, ah ouais, ça pue beaucoup, même. Donc, je pense que quand on fait le dossier McGuffin avec Tiana, on a quand même une petite sueur froide en pensant à tout ça, tout ce que ça peut impliquer. On se demande dans quelle saloperie la famille McGuffin est bien tombée. Qui pourrait expliquer en fait tellement de choses sur Savannah et Brody, en fait, ça nous paraît même limite logique, c'est ça qui fait peur. Et du coup, je pense qu'on a besoin de se changer les idées, Tiana et moi. Et je pense qu'on va ranger tout ça en ayant pris des notes quand même. On a fait quand même quelques notes de tout ça, des photocopies même et tout, pour garder ça secret pour nous. Et du coup, on va retourner au lycée pour le cours de self-défense. Puis après, j'aurai mon entraînement de football. Puis après, on va se retrouver pour la soirée ciné. Et du coup, je vous propose, amis Tanuki rôlistes qui m'écoutez, que nous finissions cette séance sur cela, sur toutes ces révélations généalogiques et historiques, pour nous reconcentrer la prochaine fois sur des moments plus de convivialité entre Shayton et ses amis. Et je vous dis à plus les Tanuki.